clair, quand la machine judiciaire se met en marche après un crime, on s'attend toujours à une sorte de précision chirurgicale, tu vois. Ouais, tout à fait, on cherche l'arme, le mobile, enfin tout ce qui explique le geste. Exactement. On relie les points de la préméditation, le procureur se lève, il pointe du doigt et il déroule une histoire super logique, genre « voici pourquoi cet homme a tué ». C'est ça. Et l'esprit humain adore ce genre de récit parce que, au fond, c'est hyper rassurant. Ouais, ça donne l'illusion que le mal a toujours une cause claire, une cause explicable, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe quand on retire complètement ce bouclier? Ah c'est la panique. Le monde devient beaucoup moins compréhensible. Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui dans cette nouvelle plongée en profondeur. On s'attaque à une œuvre qui a littéralement fracassé cette belle mécanique logique. Je parle de L'Étranger d'Albert Camus. Un texte fondateur, publié en 1942 chez Gallimard, mais un texte qui reste d'une brutalité tellement actuelle qu'on a une nouvelle adaptation cinématographique qui sort là en 2025. Avec Benjamin Voisin et Pierre Lotin, ouais. Et l'idée de notre analyse aujourd'hui, en croisant le texte original de Camus et les dialogues qu'on entend dans la bande-annonce de ce nouveau film, c'est de décortiquer cette mécanique terrifiante. Comment une suite hyper banale d'événements du quotidien, régisse juste par le hasard, peut basculer vers la pire des tragédies. C'est ça notre mission. Et surtout, on va voir comment une société entière peut décider de guillotiner un homme, pas vraiment pour avoir appuyé sur la gâchette d'un flingue, mais en fait parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le vertige du roman, il est vraiment là. La violence physique sur la plage, c'est juste un point de bascule. Le vrai scandale, ce qui rend le personnage de Meursault insupportable pour les autres, c'est son honnêteté brute. Il est enfin presque extraterrestre. Ouais, il refuse totalement de jouer le jeu, il simule rien du tout. D'ailleurs, dès la première ligne, le malaise est là. C'est l'ouverture la plus célèbre de la littérature française, je pense. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je sais pas. Bam. Le ton est donné, direct. C'est ça, bam. C'est pas de la tristesse, c'est pas du déni, c'est juste un constat factuel. Et tout de suite, on se heurte à ce fameux mythe de l'insensibilité de Meursault. Ouais, parce que quand il prend le bus pour aller à l'asile de Marengo, pour veiller le corps, son comportement, il défie vraiment toutes les attentes sociales liées au deuil. Et il faut vraiment observer ses actions à la loupe, parce que c'est exactement ce que le tribunal fera plus tard. C'est vrai. En arrivant, déjà, il refuse catégoriquement que le concierge ouvre le cercueil pour voir sa mère une dernière fois. Et après, il fait quoi? Il accepte une clope, il fume avec le concierge juste devant la bière, il boit du café au lait et il finit par s'endormir. C'est fou. Et pendant la veillée, avec tous les amis pensionnaires de sa mère qui pleurent autour, lui, il partage pas leur chagrin. Il les regarde, genre avec un détachement total, comme un scientifique qui observerait des insectes, tu vois. Oui, c'est clinique. Et ça s'arrête pas là, Le lendemain de l'enterrement, au lieu de s'isoler pour faire son deuil, il va se baigner à la mer. Ah oui? Et c'est là qu'il tombe sur Marie Cardona, une ancienne collègue de bureau, et l'après-midi même, ils entament une liaison. Puis le soir, allez hop, ils vont au cinéma voir un film comique avec Fernandel. Ce télescopage, franchement, la mort de la mère d'un côté et Fernandel de l'autre, c'est perçu comme une monstruosité absolue. Mais si on regarde bien la mécanique interne de Meursault, il n'y a aucune méchanceté là-dedans. Aucune. Le texte nous montre que ce gars vit sous une dictature totale de l'instant présent. Ses choix, ils sont pas moraux, ils sont purement physiologiques. À l'asile, il sortait d'un long trajet en bus sous un soleil de plomb. Il était fatigué, aveuglé par la lumière. Ses sensations physiques écrasent tout le reste. C'est marrant que tu dises ça, parce que ce décalage, il est super bien mis en avant dans la bande-annonce de 2025. Il y a un extrait où Marie le regarde avec une sorte de fascination hyper perplexe et elle lui lâche juste « tu es bizarre ». Ah oui, elle capte direct que quelque chose cloche. Grave, ces réactions collent à aucun schéma habituel. Et moi, ça m'amène à une réflexion. C'est comme si Meursault, c'était un acteur qu'on avait poussé sur scène de force. La société a préparé un script super précis pour le bon fils en œil. Tu pleures, tu t'habilles en noir, tu regardes le sol. Et lui, il balance le script et il dit « Bah non, j'ai juste sommeil et puis l'eau était bonne ». C'est exactement ça, oui. Et je me demande, est-ce que cette incapacité à mentir fait de lui un psychopathe sans empathie, ou est-ce que c'est lui qui est sain et le monde qui est malade de ses propres mensonges? L'analogie du théâtre, elle est centrale pour comprendre Camus. Toute relation sociale implique nos représentations. Quand on demande à quelqu'un « ça va », on répond « oui » par politesse, même si on est en miettes à l'intérieur. Ouais, c'est de lubrifiant social, quoi. C'est ça. Et Meursault, il n'a pas ce filtre. Quand Marie lui demande s'il l'aime, n'importe qui dirait oui pour faire plaisir. Lui, il répond que ça veut rien dire, mais qu'il lui semble que non. C'est rude, mais c'est honnête. Et quand elle lui parle de mariage, il répond que ça n'a aucune importance, mais qu'ils peuvent le faire si elle veut.
C'est épuisant quand on y pense, cette obligation qu'on a tous d'afficher la bonne émotion en permanence. Sourire au boulot, faire semblant de s'intéresser à un dîner. Lui, il refuse la comédie. Mais le problème, c'est que refuser le script social, ça le protège pas de la réalité. Au contraire, en vivant juste à la surface des choses, sans jamais anticiper, Meursault laisse le champ libre à la pire des forces, le hasard. Et ce hasard, il a un nom dans le bouquin, c'est Raymond Sintès, son voisin de palier, qui est, disons-le clairement, un proxénète, même s'il se dit magasinier. Hélas, Tréron, on tombe dans la loi du moindre effort moral. Raymond lui demande d'écrire une lettre pour piéger sa maîtresse, et Meursault dit oui. Environnement sans jamais évaluer la morale de ses actes. Et c'est cette inertie qui mène à la scène centrale du roman, la fameuse journée à la plage chez Masson. Le point de non-retour. Une intensité sensorielle étouffante. Faut vraiment s'imaginer le truc. C'est l'été en Algérie. Meursault, Raymond et Masson croisent un groupe d'Arabes. Une première bagarre éclate, Raymond se fait taillader. Il rentre, se soigner. Et après, Meursault, qui supporte pas les pleurs des femmes et l'agitation dans le cabanon, il décide de ressortir marcher seul sur le sable. Et là, le texte opère une bascule terrifiante. Le soleil, c'est plus de la météo, ça devient une force écrasante. Camus parle d'un océan de métal bouillant. Chaque mot est pesé dans cette scène. La chaleur l'écrase, la sueur coule, elle vient faire un voile tiède et épais sur ses yeux. C'est une vraie agression physique. La nature le torture en fait. Et au bout de la plage, près d'une petite source d'eau, il retrouve un des Arabes. L'Arabe attaque pas, mais il sort son couteau dans la lumière. Et le reflet du soleil sur la lame vient frapper le front de Meursault comme une vraie blessure. C'est une brûlure physique, ouais. Et aveuglé, sa main se crispe sur le revolver de Raymond dans sa poche. Et le coup part. Ce premier coup de feu, c'est la rupture. Camus dit que ça détruit l'équilibre du jour. Mais le pire, le geste qui va vraiment le condamner, c'est ce qui suit. Ouais, il attend. Il attend une fraction de seconde et il tire 4 autres balles sur le corps inerte, sans aucune raison. C'est ça qui me perturbe le plus. Ce coup de feu, c'est la ligne où la physique disparaît et la morale prend le relais. La société s'en fichait qu'il soit bizarre, mais là, il y a un cadavre. Il va falloir expliquer ce meurtre de façon rationnelle, alors que pour Meursault, c'était presque un réflexe pour chasser le soleil, tu vois. Sauf que la justice peut pas juger une hallucination thermique. Comment tu condamnes quelqu'un pour un excès de lumière ? Le tribunal n'a pas les outils pour gérer ça. Mais là, je dois faire l'avocat du diable 2 secondes. Parce qu'on pourrait dire « Oh le pauvre, c'est la faute de la météo ». Genre, le soleil, c'est une immense loupe, et Meursault, c'est une fourmi impuissante en dessous. Mais est-ce que c'est pas l'excuse ultime pour quelqu'un qui a une immense paresse morale ? Il a quand même pris l'arme, il a fait ce dernier pas en avant vers la source. C'est une super question, et c'est toute la tension de l'œuvre. Camus nous montre les limites de la fatalité. Meursault n'est pas une marionnette, il choisit de faire ce pas. Il cède à l'inconfort immédiat sans aucune résistance intellectuelle. Ça fait tellement écho à nos propres vies, tu trouves pas ? Ces moments où l'inconfort dicte nos pires décisions. Quand t'es mort de fatigue dans le métro, en sueur, et que tu lâches une méchanceté gratuite. Ah oui, le corps prend le dessus et 2 heures après, on se demande pourquoi on a fait ça. Sauf que nous, ça finit par des excuses un peu gênées. Lui, ça le mène tout droit au procès de son âme. Et là, c'est la deuxième partie du roman. Meursault face à la machine judiciaire. C'est là qu'il perd le contrôle de sa propre histoire. Dès l'arrestation, le juge d'instruction s'en fout presque du meurtre. Il bloque sur l'athéisme de Meursault. Il y a cette scène dingue où le juge lui agite un crucifix sous le nez en hurlant « Monsieur l'Antéchrist ». Et ça s'entend super bien dans la bande-annonce de 2025, quand le juge parle du poids d'un péché. On n'est plus dans le juridique là, on est dans le religieux, le moral pur. Le système a besoin qu'il pleure et qu'il demande pardon. Parce que s'il demande pardon, les valeurs de la société sont validées. S'il s'en fout, c'est tout l'ordre du monde qui s'effondre. Exactement. Et du coup, le procès devient complètement délirant. On parle quasiment pas de la victime. Ce qui obsède le procureur, c'est le comportement de Meursault à l'asile. Il l'accuse d'avoir enterré sa mère, je cite, « avec un cœur de criminel ». C'est d'une mauvaise foi absolue. Le procureur fait même un lien avec un procès pour parricide qui a lieu le lendemain. En gros, tuer sa mère moralement, c'est ouvrir la porte à tuer son père. C'est violent. Et il y a un détail pendant le procès qui me marque toujours. Son avocat essaie de plaider l'accident. On l'entend crier « c'était un accident » dans le trailer. Mais l'avocat utilise le jeu pour parler à la place de Meursault. « J'ai paniqué, j'ai fait ci ». C'est un vol d'identité ? Totalement. Le système agit comme un mauvais romancier qui récupère le brouillon chaotique de la vie de Meursault et qui plaque une narration hyper classique dessus. Préméditation, plan diabolique, tout ça pour que ça rentre dans les caisses du code pénal. Parce que la société a la phobie du vide.
Admettre qu'il a tué par hasard à cause du soleil et d'un reflet, c'est admettre que la vie n'a aucun sens, que n'importe qui peut mourir n'importe quand. Et ça terrifie les gens. Exactement. Inventer un monstre calculateur, ça rassure le jury. Le mal a une raison logique. Ouf, on est sauvé. Et on fait ça tout le temps dans la vraie vie, hein. On adore inventer les mobiles aux autres. S'il a dit ça, c'est pour me saboter. Alors que souvent, le gars en face était juste fatigué ou maladroit. Mais pour Meursault, ce faux scénario se termine par une condamnation à mort. Il retourne en cellule pour attendre la guillotine. Et c'est dans cette cellule que s'amorce la transformation finale. Il tombe sur un vieux bout de journal collé à son matelas. Ça raconte un fait divers en Tchécoslovaquie. Un homme riche revient incognito dans l'auberge de sa mère et de sa sœur pour leur faire une surprise. Mais elles ne le reconnaissent pas et elles l'assassinent pour le voler. Le summum de l'absurde. Tu veux faire une surprise romantique et tu finis mort parce que ta famille n'a pas lu le même script que toi. C'est ça. Pour Meursault, c'est la preuve ultime que l'univers est d'une absurdité totale et que les faux-semblants mènent au désastre. Ce qui prépare le terrain pour la visite de l'aumônier. Le prêtre entre dans sa cellule et insiste lourdement pour qu'il se repente, qu'il cherche un visage divin dans les murs. Et là, Meursault, qui était toujours apathique, il explose. Il explose littéralement. Il attrape le prêtre par le col. Il rejette la justice divine, l'espoir d'une vie après la mort. Il hurle que rien n'a d'importance puisque de toute façon, on va tous mourir. Il dit même que la vie d'un chien a la même valeur que l'amour d'une femme. Tout s'équivaut dans le néant. Cette colère, c'est une vraie catharsis. Il passe de l'indifférence passive à la révolte. En chassant le prêtre, il chasse l'espoir. Et chez Camus, l'espoir, c'est une chaîne. Si tu espères une autre vie, tu vis pas celle-là. C'est puissant. Mais ça m'amène à un paradoxe qu'on doit décortiquer. Une fois le prêtre parti, Meursault s'apaise et il dit s'ouvrir à la tendre indifférence du monde. Comment l'idée d'un univers vide et froid pour rendre heureux? Ça paraît hyper déprimant, non? Ça me rappelle sa mère qui disait « On n'est jamais tout à fait malheureux ». Une phrase qu'on entend aussi dans le trailer. Comment on passe de cet absurde au bonheur? C'est le génie de Camus. Notre souffrance, elle vient de notre besoin obsessionnel de sens face à un monde silencieux. Tant qu'on attend une réponse, on souffre. Dès que Meursault accepte que l'univers s'en fiche de lui, il arrête de lutter. L'univers n'est plus un père qui juge, c'est un grand frère silencieux. Ah, l'indifférence devient tendre parce qu'il n'y a plus de jugement moral cosmique. Il est seul, mais il est libre. Exactement. Libre du fardeau de l'éternité. C'est vertigineux, mais super lumineux au fond. Admettre qu'il n'y a pas de réalisateur dans les nuages pour distribuer les bons points, ça enlève un poids colossal. Ça veut dire qu'il n'y a que le présent qui compte. L'eau fraîche, la lumière, l'instant pur, on lâche prise sur la névrose du contrôle. En fait, l'étranger, ça illustre le crash entre deux mondes. D'un côté, l'instinct pur, la sensation physique qui gère le corps au jour le jour. De l'autre, une société étouffante qui exige des raisons logiques et des émotions formatées. Et le drame jaillit de ce crash. La justice préfère exécuter un faux monstre diabolique plutôt que d'admettre qu'un homme a tué à cause de la chaleur. Ce qui nous amène à la conclusion bouleversante de cette histoire. La vraie raison de sa mort, elle est là. La société le tue pas pour le meurtre sur la plage. Elle le tue parce que son honnêteté met en danger tout l'ordre public. Il refuse de mentir sur ce qu'il ressent. Ce qui me laisse avec une réflexion assez piquante pour finir. Si le crime impardonnable de Meursault, c'est son refus radical de mentir, qu'est-ce que ça dit de nous? Est-ce que le ciment de notre société, nos relations au travail, nos amitiés, ça repose fondamentalement sur un immense mensonge émotionnel obligatoire? C'est la grande question. Est-ce qu'on préfère un meurtrier qui pleure sur commande ou un innocent incapable de la moindre hypocrisie? Eh bien, c'est une pensée assez vertigineuse à garder en tête pour la prochaine fois qu'on devra afficher un grand sourire poli, alors qu'au fond de nous, l'indifférence est totale. Peut-être que le plus grand crime aux yeux du monde, c'est pas la faute qu'on commet, mais c'est de refuser de jouer la comédie du remords.